Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et tout de suite place à l'interview politique, Nathalie Lévy. Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, le député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Éric Woerth. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Vous arrivez tout juste de la commission spéciale retraite qui se déroule à l'Assemblée. 22 000 amendements ont été déposés. Il en reste combien à examiner ? Au compteur, il doit en rester 18 500. Donc un nombre considérable pour nos auditeurs. C'est évidemment à chaque fois 18 500 discussions. Donc c'est beaucoup. Alors parfois quelques amendements tombent. Mais c'est évidemment la volonté essentiellement des insoumis. Ils en ont déposé 19 000 sur les 22 000. Oui, c'est la volonté de l'extrême gauche d'essayer de bloquer le débat. C'est leur droit. C'est leur droit. Les Républicains ne font pas ça. Nous, on essaie de proposer une autre réforme des retraites. Une réforme différente, construite différemment, n'englobant pas absolument tout le monde comme un jardin à la française, alors que c'est inutile. Plus efficace socialement et financièrement. Il reste plus de 18 000 amendements. En théorie, la commission spéciale retraite est censée terminer ses travaux mardi. On essaye de faire le calcul vite fait dans nos têtes. On se dit que vous n'allez jamais terminer. Vous avez raison. Évidemment, on ne terminera pas. Sauf si, évidemment, les insoumis abandonnent leurs amendements. Mais on ne terminera pas. Et la commission se terminera à un moment donné sur un constat d'échec. Donc, on n'aura pas vu tout le texte. Ça veut dire qu'à un moment donné, puisque la séance publique, on est une commission, et après c'est la séance publique, en séance publique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, reprendra le texte du gouvernement. Alors, c'est pas au fond extrêmement grave, parce que comme il y a très très peu d'amendements qui sont votés, le gouvernement est assez fermé à l'idée de voter un amendement sur ce texte, sauf peut-être quelques-uns issus de la majorité, mais très peu visiblement de l'opposition. Le texte ne bougera pas beaucoup, mais du coup ça veut dire que là vous travaillez pour rien. Oui, on ne travaille jamais pour rien à l'Assemblée. Vous savez, les lieux de démocratie, c'est aussi des lieux où on parle. Si on parle jamais, à un moment donné, ça se termine mal. Cela étant, on parle beaucoup là. On parle toutes les nuits, on parle tout le temps, et parfois sur des sujets qui n'ont aucun sens. Il y a des amendements, pour beaucoup, qui n'ont strictement aucun sens. La majeure partie, d'ailleurs, 90% n'ont aucun sens. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que, évidemment, on aille plus loin avec le gouvernement, puisque le gouvernement n'a pas discuté avec nous en dehors de l'Assemblée. Donc, on aille plus loin dans des discussions de fond sur la meilleure façon de réformer les retraites. Et on a un peu d'expérience. On l'a fait 3 fois. Vous avez déjà conduit vous-même une réforme des retraites. On a beaucoup conduit de réformes des retraites et le gouvernement, finalement, on est plutôt heureux. Il hérite d'un système qui est en équilibre et qui va replonger bientôt dans le déséquilibre. Donc il faut faire évidemment quelque chose, mais pas ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Et pas ce que font les insoumis. Visiblement, ça a l'air d'être un petit peu un dialogue de sourds. Vous en voulez aux insoumis de revendiquer l'obstruction ? C'est des partis d'extrême, extrême gauche. Ça veut dire qu'on est dans autre chose. Il n'y a pas de solution en réalité. Ils contestent l'organisation même d'un système de retraite. Ce que j'ai le sentiment, et je l'ai dit à Jean-Luc Mélenchon, c'est que on a l'impression que pour eux, un bon système de retraite, c'est un système qui est très très décalé par rapport à la carrière et par rapport au travail qu'on a pu mener, alors que c'est au fond le miroir de celle-ci. Et il doit y avoir à l'intérieur des manières de rééquilibrer des injustices. Mais c'est quand même le miroir de votre carrière, quoi. Si vous avez beaucoup travaillé, vous avez une meilleure retraite. Si vous avez très peu travaillé, vous avez une moins bonne retraite. Les insoumis voudraient que ce soit quasiment une prestation sociale, totalement détachée du contexte professionnel qui a pu être le vôtre. Nous, on veut un système dans lequel il y ait une sorte de bloc qui vaille pour tout le monde. Je crois que ça, c'est une bonne idée. Un régime universel. Un régime universel, mais très différent. Comme le gouvernement ? Oui, enfin, comme nous l'avons voté en 2010. Vous n'aviez pas supprimé les régimes spéciaux ? On avait commencé à le faire, puisque les régimes spéciaux sont partis après, plus tard, parce qu'on a augmenté la durée de cotisation. Il n'y a pas eu que le report de 2 ans de l'âge légal. On avait déclenché l'idée, et on en a parlé dans l'hémicycle à l'époque en 2010, mais il y avait tellement de millions de gens dans la rue que c'était un sujet qu'il fallait mieux essayer de reprendre un tout petit peu plus tard. Puis les socialistes l'ont pas fait. Mais l'idée d'un régime universel, oui, mais limité à peut-être un plafond de sécurité sociale, donc à 40 000 €. Et après, de laisser donc même droit, etc., quelle que soit votre profession, que vous soyez fonctionnaire ou salarié. Et puis après, de laisser vivre des régimes autonomes. C'est-à-dire des régimes qui prennent en compte... Comme les avocats. Oui, bien sûr, qui prennent en compte la spécificité des carrières.
certains veulent partir plus tard, d'autres veulent cotiser moins. En réalité, à partir du moment où ils ne demandent rien aux contribuables, ça ne pose pas de difficulté. Puis il faut augmenter l'âge de la retraite et pas avoir une forme d'âge pivot qui est en réalité une baisse des pensions. Assumer l'idée qu'on vit plus longtemps, donc il faut continuer à poursuivre tranquillement l'augmentation de l'âge de la retraite. Bon, ce débat, il est difficile à avoir, d'autant plus que le projet du gouvernement n'intègre aucun élément de financement. Alors ça, oui, effectivement, et ça avait été d'ailleurs sévèrement mis en cause par le Conseil d'État qui pointe des lacunes financières. Oui, le Conseil d'État a dit que c'était lacunaire. Dans le langage du Conseil d'État, c'est un truc qui est très violent. Oui, c'est très violent. Mais comment voulez-vous qu'on vous présente un système dans lequel il n'y a pas le financement, alors que c'est la clé d'un système de retraite et c'est la clé de la justice de celui-là. C'est comme dans un repas familial où il y a toute la famille qui est là. En général, il y a la table des enfants et puis il y a la table des parents, quoi. Eh bien, nous, on est à la table des enfants. C'est-à-dire qu'on parle des choses, on parle des choses pas très importantes. Et puis à la table des parents, là, on parle des choses très importantes. Et ça, c'est la conférence des financeurs entre les syndicats et le gouvernement. Et nous, chaque fois qu'on pose une question sur le financement, et Dieu sait que nous en posons, et c'est souvent des questions très précises, parce que c'est la vie des gens. Et donc, à un moment donné, ça a des conséquences très précises sur la vie de nos compatriotes. Et on a des réponses extrêmement vagues qui renvoient à cette conférence de financement. Donc, il y a la table des parents et la table des enfants. Et ça, c'est pas très bien. Vous êtes puni un petit peu en étant à la table des enfants, c'est vous pas considérez? très bien, et pour l'Assemblée nationale et pour le Parlement, je pense que c'est limite. Avoir un texte aussi incomplet, c'est limite. C'est limite. Alors vous ferraillez contre le gouvernement sur cette réforme des retraites et ce texte donc un petit peu limite selon vous. Mais alors expliquez-nous, Éric Woerth, pourquoi au municipal au Havre, votre parti, LR, ne présente même pas de candidat pour essayer de faire trébucher le Premier ministre? Oui, parce que ça se passe pas comme ça. Les élections municipales, elles sont locales depuis bien longtemps. Le Premier ministre, il a été LR. Vous savez, à une époque, il a vécu plus longtemps chez LR que dans La République En Marche. Donc l'ensemble des personnes impliquées dans la vie municipale, elles sont issues de cela, issues d'Antoine Ruffnac. Enfin, c'est toute une histoire. Donc les LR du Havre soutiennent Édouard Philippe. Les LR du Havre, ils soutiennent celui qu'ils ont toujours soutenu au Havre, dans les limites géographiques du Havre. On le prend en compte. Nous, on a simplement dit qu'il fallait que ce soit clair. On prend en compte cela, point. Et donc on a demandé, évidemment, aux Républicains qui sont sur la liste d'Édouard Philippe de sortir des Républicains. Donc ils sont suspendus. Ils sont suspendus. Mais c'est pas, ça, c'est clair. C'est pas un terrible aveu d'échec pour votre parti? Non, c'est pourquoi rien. Vous pouvez pas présenter de candidat dans la ville du Havre contre le Premier ministre. Ça fait des années qu'il y a des militants qui ont conquis le Havre sous l'autorité d'Antoine Ruffnac. C'est lui qui a gagné la mairie. Oui, c'est lui qui a gagné la mairie. Juste avant Antoine Ruffnac, il luttait contre les communistes. Les militants du Havre, des Républicains, ils ont ça dans leur gène, c'est-à-dire de ne plus retrouver des communistes à la tête de la mairie du Havre. Et je suis d'accord avec eux. C'est Édouard Philippe parce qu'il a succédé à Antoine Ruffnac. Et donc vous allez laisser faire. Mais c'est pas Édouard Philippe le Premier ministre, c'est Édouard Philippe qui a poursuivi quelques années l'œuvre d'Antoine Ruffnac. Sauf que pour être clair, on considère qu'on ne soutient pas cette liste. Voilà, vous ne la soutenez pas, mais vous n'essayerez pas de la faire. Oui, mais à un moment donné, il y a des réalités locales. Il y a des réalités locales. Vous pouvez pas. Il y a des réalités locales. C'est une réalité locale. Il y a beaucoup de villes dans lesquelles, Dieu merci, les choses sont plus claires. Et nous verrons. Et nous verrons aussi la puissance de l'enracinement des Républicains et la qualité du travail qui a été mené par beaucoup d'élus républicains dans des villes petites, dans des villages, dans des grandes villes. On verra les résultats des élections municipales. En plus, comme la circulaire Castaner a été annulée, au moins on pourra avoir des résultats qui diront la vérité. Alors Éric Woerth, vous êtes député et votre nom circule aussi avec celui de Pierre Moscovici pour devenir premier président de la Cour des comptes en remplacement de Didier Migaud. Ce poste de premier président de la Cour des comptes, ça vous intéresse, Éric Woerth? Non, mais moi j'entends des rumeurs, mais je n'ai pas d'informations particulières là-dessus, donc je ferai aucun commentaire là-dessus. C'est une très belle institution. Didier Migaud d'ailleurs a parfaitement réussi. Il était président de commission des finances auparavant. Il était issu du Parti socialiste et il a parfaitement réussi pendant beaucoup d'années. Donc moi je travaille comme président de commission des finances, comme je l'ai fait comme ministre du budget. J'ai travaillé beaucoup avec les magistrats de la Cour des comptes et on a besoin d'une Cour des comptes puissante en France, oui. C'est un poste donc auquel vous ne diriez pas forcément non. C'est le président de la République qui nomme. C'est des institutions tout à fait étrangères aux luttes de pouvoir politique et c'est très bien comme ça. Vous en avez parlé avec lui? Non, j'en ai pas parlé avec lui. Non, je suis pas candidat. Moi, je cherche pas un poste. Pierre Moscovici non plus avait dit qu'il n'était pas candidat quand il était à votre place. Des finances
de l'Assemblée nationale. Voilà. Pour l'instant, c'est bien comme ça. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, Éric Woerth, à propos de Mila, cette adolescente, on en a tous entendu parler, qui a été menacée de mort après des propos très critiques contre l'islam. Êtes-vous d'accord avec Damien Abad, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée, quand il dit « Je souhaite la liberté d'expression la plus totale, mais je dis que quand la liberté d'expression est détournée pour créer de la haine anti-religieuse, alors oui, il y a une barrière à mettre ». Non, mais il ne peut pas y avoir de délit sur le blasphème, ce qu'on appelle le blasphème, c'est-à-dire la critique d'une religion, voire même de l'existence de cette religion. La liberté d'expression, elle est totale. Et je crois totale, pas de mais comme Damien Abad, il voulait dire ça. Enfin, vous savez, dans le feu d'une interview très rapide le matin, ça peut laisser preuve à interprétation. L'interprétation des propos de Damien, c'est celle que je donne, et c'est mon interprétation également. Et c'est ce que je crois également. Il n'y a pas de délit de blasphème. Alors ça vaut pour la religion catholique, ça vaut aussi pour la religion musulmane. Et les torrents de haine qui sont délivrés sans arrêt sur les réseaux sociaux sont insupportables. Cette pauvre Mila, elle n'a pas dit des trucs très intelligents, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin, ça ne valait pas ce torrent de haine, ces attaques, ces menaces de mort. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une adolescente. Non, on est dans une société de haine, on est dans une société dangereuse, et je comprends que les Français soient inquiets, parce que parfois ils n'arrivent pas toujours d'ailleurs à mettre des mots derrière toutes ces inquiétudes, mais il y a beaucoup d'inquiétudes qui commencent à se coaguler en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été mon invité. Europe 1.